Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1, les titres de votre édition. Dans sa marche vers le développement, la Côte d'Ivoire se donne les moyens. Après le retour de la planification générale avec le plan national de développement, le gouvernement a décliné ce plan dans plusieurs secteurs, notamment le programme national d'investissement agricole et le programme social du gouvernement. On en parle dès le début de ce journal. De sa participation parfois discrète et qui se limitait à de simples votes au Conseil de sécurité, la Côte d'Ivoire a été pendant un mois sous tous les projecteurs du monde. Elle a assuré la présidence du Conseil de sécurité. C'était du 1er au 31 décembre 2018. Une présidence réussie. Vous verrez le bilan dans 5 minutes. Au Sénégal, la Cour suprême vient de rendre son arrêt sur le pourvoi en cassation de l'ex-maire de Dakar et candidat à la présidentielle Khalifa Sall. Il contestait sa condamnation à 5 ans de prison pour escroquerie et la justice sénégalaise a rejeté tous les pourvois. Ouvrons ce 13h avec la vision que se donne la Côte d'Ivoire dans sa marche vers le développement. Après le retour de la planification générale avec le plan national de développement, le gouvernement a décliné ce plan dans plusieurs secteurs, d'où le PNIA, le Programme national d'investissement agricole, le PSG, le programme social du gouvernement dont le chef de l'État a donné les premières orientations le 31 décembre dernier. Adama Koné. Le gouvernement ivoirien est plus que jamais focalisé sur le social. L'adresse du chef de l'État à la nation ivoirienne porte éloquemment cette vision. Je veux dire à chacune et à chacun de vous ma détermination à tout mettre en œuvre pour améliorer le quotidien de chaque Ivoirien. Un des discours qui ne s'attarde pas sur les performances économiques. Tout au plus, le chef de l'État rappelle le fruit des efforts entrepris lorsqu'il cite les derniers rapports du classement Doing Business qui fait gagner 17 places à la Côte d'Ivoire ou l'indice Mo Ibrahim pour la bonne gouvernance ou encore les avancées avec le Millennium Challenge Corporation. Aujourd'hui, il est question de transformer ces succès économiques et de gouvernance en réalité sociale pour les Ivoiriens. Toute chose qui se traduit dans la structure des budgets adoptés depuis 6 ans. Les dépenses pro pauvres ont évolué de 1080 milliards de francs CFA en 2012 à 2290 milliards 800 millions de francs CFA en 2018, soit 34,07% des dépenses annuelles affectées à l'éducation, à la santé, à l'assainissement, à l'électrification rurale, à la fourniture d'eau potable et au transport, entre autres. Le président a donc donné la vision, une vision qui doit être conceptualisée en stratégie. C'est justement à ce niveau qu'intervient le programme social du gouvernement, versant social important du plan national de développement PND, consigne la stratégie à déployer en 5 points. 5 vitesses sociales pour le mieux-être et le mieux-vivre de la population. La vision définie par le chef de l'État, la stratégie trouvée par le gouvernement, il reste l'opérationnalisation et elle est imminente. Le programme social du gouvernement, qui sera mis en œuvre dès 2019, abordera toutes les problématiques sociales avec beaucoup plus d'ampleur et de pragmatisme, afin de garantir à tous des résultats immédiats et durables. Le 10 ans, le chef de l'État sait que le budget de réalisation est bouclé. Ce sont 727 milliards 500 millions de francs CFA qui seront débloqués sur 2 ans pour donner aux citoyens ivoiriens un niveau de vie à l'abri des besoins existentiels. De sa participation parfois discrète et qui se limitait à des simples votes au Conseil de sécurité, la Côte d'Ivoire a été pendant un mois sous tous les projecteurs du monde.
La Côte d'Ivoire a assuré la présidence du Conseil de sécurité du 1er au 31 décembre 2018. Une présidence marquée par 4 débats de haut niveau, 5 résolutions adoptées et 3 déclarations présidentielles actées. C'est donc un mois de présidence réussi pour la Côte d'Ivoire et le président de la République en est véritablement satisfait. Retour sur les temps forts de cette présidence ivoirienne du Conseil de sécurité avec Michel Digré du service politique de la rédaction. Fin décembre 2018, réception des représentants des missions diplomatiques auprès de l'ONU pour clore la présidence du Conseil de sécurité par la Côte d'Ivoire. Un mois au cours duquel le pays a affiché ses capacités à diriger cet important organe des Nations Unies. La Côte d'Ivoire rayonne dans le monde. Notre diplomatie permet aujourd'hui à notre pays de jouer un rôle de premier plan sur la scène internationale. C'est ainsi qu'après notre entrée au Conseil de sécurité des Nations Unies, en qualité de membre élu en janvier 2018, nous avons assuré la présidence de cette prestigieuse institution durant ce mois de décembre 2018. Ainsi, nous avons été en mesure de partager notre expérience en matière de sortie de crise, de maintien de la paix, de reconstruction post-crise, de paix et de stabilité. C'est le 1er décembre 2018 que la Côte d'Ivoire prend les rênes de la présidence du Conseil de sécurité. La mission permanente de Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies à New York est à pied d'œuvre pour relever ce challenge 11 mois après l'entrée du pays au Conseil de sécurité. Le ministre des Affaires étrangères, Marcela Montano, boucle les derniers réglages avec ses collaborateurs. Le 3 décembre, le chef de l'État ivoirien arrive à New York. Le président Alassane Ouattara dirige le 5 décembre le débat présidentiel sur le thème « Consolidation et pérennisation de la paix, reconstruction post-crise, paix, sécurité et stabilité ». La reconstruction post-conflit, la paix et la stabilité durable nécessitent en tout premier lieu l'existence d'un gouvernement qui tire sa légitimité d'élections démocratiques et transparentes. Ensuite, la mise en place et le redéploiement d'une administration fiable qui inspire confiance. En troisième point, un processus de réconciliation crédible, mais également une réforme du secteur de la sécurité qui conduit à une armée et des services de sécurité professionnels. Et enfin, un plan d'investissement d'urgence pour la fourniture équitable de services sociaux de base et bien évidemment avec comme objectif la création d'emplois, notamment pour les jeunes. Le 6 décembre, c'est au tour du ministre Marcela Montano de présider le débat ministériel sur l'implication des États et des organisations sous-régionales pour plus d'efficacité dans la prévention et la résolution des conflits. Dans ce monde globalisé, où aucune organisation ne saurait à elle seule porter le poids de la responsabilité de la gestion des menaces qui pèsent sur la sécurité collective, le renforcement de la coopération et de la coordination entre les acteurs nationaux, les organisations sous-régionales, régionales et les Nations Unies s'impose comme une impérieuse nécessité. La recherche d'une approche plus inclusive de tous les acteurs, prenant en compte une claire définition des responsabilités, demeure, à notre sens, le moyen le plus efficace pour assurer la prévention et la gestion des conflits qui sont au cœur de l'agenda du Conseil de sécurité et fondent son existence. Au cours de cette présidence, ce sont au total 4 débats de haut niveau qui ont été organisés, 5 résolutions ont été adoptées et 3 déclarations présidentielles actées. Pour y arriver, la Côte d'Ivoire est restée fidèle à son principe de la recherche de la paix par le dialogue. J'évoquerai la gestion équilibrée de la séance d'information sur le Kosovo, dont la programmation a appelé de notre part un sens de l'équité et la volonté de créer un cadre d'expression pour toutes les parties afin qu'elles s'écoutent et se comprennent en dépit de leurs nombreuses divergences. Nous avions en effet invité les présidents Vučić de Serbie et Tači de Kosovo
à venir dialoguer en présence des membres du Conseil de sécurité, ce qui a permis d'éviter une autre crise aux conséquences incalculables dans les Balkans. Pour l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies, le pays peut être fier de son mois de présidence du Conseil de sécurité de l'ONU. Il s'agit d'un bilan globalement satisfaisant au regard des messages de félicitations que notre pays a reçus des États membres du Conseil pour la qualité du travail abattu dans un mois de décembre connu pour être court et chargé en termes d'activités imprévues. Nous voulions une présidence équilibrée, ouverte et promotrice de consensus et d'unité entre les membres du Conseil. Je pense que nous l'avons réussi en restant surtout ouverts aux nombreuses demandes de séances d'information, de consultation, de formulariat et d'AOB à la requête des États membres de l'ONU. La fin de la présidence ivoirienne marque également l'entrée de 5 pays au Conseil de sécurité à partir de ce mois de janvier en tant que membres non permanents pour un mandat de 2 ans. Il s'agit de l'Allemagne, l'Afrique du Sud, la Belgique, l'Indonésie et la République dominicaine. Il remplace l'Éthiopie, le Kazakhstan, les Pays-Bas, la Suède et la Bolivie. C'était un document réalisé par Michel Digré. L'ambassadeur de la République de Turquie en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Après 4 années passées en Côte d'Ivoire, Isra Demir regagne son pays, mais la Côte d'Ivoire lui est reconnaissante. Avant son départ, le gouvernement lui a offert un dîner d'adieu en présence de nos reporters Olivier Iriebi et Abdoulaye Koné. 4 ans et 5 mois, c'est le temps qu'aura duré la mission d'Isra Demir en Côte d'Ivoire, une période mise à profit dans le renforcement de la coopération ivoiro-turque et qui a favorisé la signature de plusieurs accords dans divers domaines. Au plan économique, les échanges commerciaux entre les deux pays ont connu une hausse de 10,85% en 2017, des échanges qui se chiffrent à 204 milliards de francs CFA pour une hausse de plus de 40 milliards par rapport à 2016. Le représentant du ministre des Affaires étrangères a traduit toute la reconnaissance du gouvernement à l'ambassadrice en fin de mission. Vous avez incarné parfaitement l'image de la Turquie en Côte d'Ivoire. Vous avez été le visage de la créativité et du dynamisme débordant de votre pays. En même temps que vous avez été le serviteur dévoué, le serviteur de son ambition, de son influence et de son rayonnement dans le monde. Pour sa part, la diplomate turque a exprimé toute sa gratitude aux autorités ivoiriennes pour les conditions agréables de collaboration dont elle a pu bénéficier. J'ai eu l'honneur, durant ma mission en Côte d'Ivoire, de collaborer avec 3 différents ministres des Affaires étrangères. J'ai passé 4 années enrichissantes en Côte d'Ivoire pour ma vie professionnelle, mais aussi pour ma vie privée. J'ai eu le plaisir de visiter de nombreuses villes en Côte d'Ivoire, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Il m'a été donné de découvrir la gentillesse et l'hospitalité légendaire des Ivoiriens dans tous les endroits où je me suis rendue. Je me suis faite de nombreuses amitiés ici que je compte conserver et pérenniser même en étant hors du pays. Les deux pays ont tissé des relations diplomatiques en 1964, mais c'est 45 ans plus tard que la Turquie va ouvrir une représentation diplomatique en Côte d'Ivoire. Isra Demir est le 2e ambassadeur accrédité en terre ivoirienne. Elle a été faite commandeur de l'Ordre national lors de cette cérémonie. C'est un reportage d'Olivier Iriebi dans un récit d'Abdoulaye Koné. La Fondation missionnaire internationale s'engage dans la lutte contre la pauvreté en Afrique. En Côte d'Ivoire, elle entend investir plus de 20 milliards de francs CFA dans la réalisation de plusieurs projets, notamment l'assistance aux familles démunies et aux orphelins, la construction de centres de santé et d'écoles primaires sur l'ensemble du territoire national. Kolo Koulibaly nous en dit plus.
de 47% en 2017. Le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire passe à 42% en 2018, selon les dernières statistiques publiées par l'Union européenne. Des chiffres revus à la baisse grâce aux efforts consentis par le gouvernement ivoirien. Ces efforts sont soutenus par nombre d'organismes humanitaires, dont la Fondation Missionnaire Internationale. Cette ONG s'engage dans les actions sociales en vue d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans la lutte contre la pauvreté. Ce volet nous permettra de soutenir environ 100 000 personnes sur le plan alimentaire. Basée en Suisse, la Fondation Missionnaire Internationale entend investir plus de 20 milliards de francs CFA dans la construction et la réhabilitation de plusieurs infrastructures sociales. Il s'agit entre autres de la réinsertion des familles démunies. Selon le directeur Afrique de cette ONG, le changement de mentalité doit animer la population africaine, en particulier celle de la Côte d'Ivoire. Cela en vue de réussir le développement harmonieux et communautaire. On parle également santé dans ce journal. Le centre kinémédical a initié une rencontre de formation et de sensibilisation des populations sur les affections infantiles. Les affections liées à un manque de survie lors de la grossesse. L'objectif est donc de sensibiliser les futures mères aux consultations prénatales afin d'éviter les malformations dues à certaines pathologies. Sita Soro a assisté à la séance de formation pour vous. Selon l'OMS, on estime à 975 millions le nombre de personnes handicapées à travers le monde, dont 5,1% d'enfants de 0 à 14 ans. La plupart de ces personnes sont souvent victimes de stigmatisation et n'ont pas accès à l'éducation. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge, d'où l'organisation d'une formation sur la prévention des maladies invalidantes chez les enfants. On peut avoir une origine pendant la grossesse, avant la naissance de l'enfant. Il peut y avoir également des manifestations ou alors des circonstances au cours de l'accouchement jusqu'au 28e jour de vie. Alors, pour prévenir ces maladies-là, il faut assurer un suivi correct au niveau des grossesses. Et également assurer un environnement sain, un environnement sécurisant à la maman lors de la grossesse. Il faut assurer un suivi médicalisé, un suivi correct des accouchements, avec un équipement adapté et un personnel compétent. Ensuite, les causes postnatales, ça va consister à prévenir toutes les maladies qui peuvent entraîner un handicap chez l'enfant. Sur le thème « Prévention et lutte contre les handicaps chez les enfants de 0 à 17 ans », cette conférence est une occasion de sensibiliser sur la nécessité du suivi des grossesses afin d'éviter certaines maladies qui trouvent leur origine pendant la grossesse ou lors de l'accouchement. Il ne s'agit pas d'avoir un taux de croissance infantile élevé. Il faut surtout voir et analyser la qualité des enfants qui naissent. Nous avons pris l'engagement de sensibiliser la population et donc de prendre en charge directement les enfants qui vont naître et pour que la Côte d'Ivoire puisse demain espérer avoir une jeunesse apte et en bonne santé. Ce qu'on ne sait pas ici, on a vu ça aujourd'hui. Étant enceinte, il faut aller à l'hôpital, faire les consultations prénatales, tout et tout. Mais bon, prendre les médicaments normalement. Ce séminaire est une initiative du Centre kinémédical qui s'est donné comme mission la rééducation fonctionnelle et la kinésithérapie pour les personnes atteintes de handicap physique. Nous sommes à présent à la page environnement de cette édition. Les experts de la lutte contre la dégradation forestière et de la qualité de l'air se sont réunis récemment sur les bords de la lagune Ébrié pour réfléchir sur la question. À l'issue de la rencontre, des recommandations ont été faites à la tutelle pour améliorer les stratégies de réduction de la pollution de l'air et des déchets des changements climatiques. Les précisions de Serge Collier. Devant la dégradation de l'environnement et de la qualité de l'air ambiant, la Côte d'Ivoire a signé en mai 1992 la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Ainsi, plusieurs mécanismes ont été mis en place, notamment le mécanisme pour le développement propre et la réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts. Pour donner un coup d'accélérateur à sa politique, le 29 novembre 1994, la Côte d'Ivoire s'engage résolument dans le transfert de technologies, un canal de lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. 24 ans après, le mal persiste. Il s'agit aujourd'hui d'améliorer les stratégies.
Des recommandations ont été faites, entre autres, informer davantage sur les enjeux des émissions de gaz en général et les facteurs d'exposition au niveau du district d'Abidjan. Il est également question de mobiliser des ressources financières. Au cours de cette rencontre, les acteurs du monde environnemental ont été instruits sur les outils technologiques pour lutter contre les polluants climatiques. Ils pourront ainsi être plus efficaces dans le suivi de la qualité de l'air. Allons-y maintenant à Anyama pour partager la joie, le soulagement des populations d'Adjin Télégraphe, un village de la sous-préfecture de Brofo-Doumé. C'est à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan. La voie d'accès à Adjin Télégraphe vient d'être reprofilée par les bons soins d'un fils de la région qui dit vouloir apporter sa contribution au bien-être des populations. Moussa Konaté revient de Brofo-Doumé. Il nous présente la nouvelle voie. L'impatience se lit sur son visage. À cet endroit du village d'Adjin Télégraphe, localité dans la sous-préfecture de Brofo-Doumé, département d'Anyama, Elisabeth attend l'arrivée de la pinasse pour se rendre en ville. On ne peut pas passer par la voie normale. Pour aller à Abidjan, on paye 200 pour arriver derrière l'eau. De là-bas maintenant, on prend maintenant une voiture pour aller à Benjerville. De Benjerville, tu prends encore une voiture pour aller à Abidjan. Cette embarcation est le principal moyen de déplacement pour les populations d'Adjin Télégraphe. Située à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan, l'accès par la voie est difficile. Pour sortir, c'est difficile. La voiture de transport de la DINA vient le matin à 6 h. Quand elle retourne, il faut le lendemain encore. Ou bien quelqu'un qui est malade, c'est difficile. Même en moto, tu ne peux pas là. Fils de la région, le secrétaire national du Front populaire ivoirien décide d'apporter son soutien. Le reprofilage de la route est lancé. Lors de la campagne de 2016, j'ai été candidat dans cette région et j'ai fait la promesse à ma population d'Adjin qu'au moment opportun, je vais faire profiler la voie pour eux. Et Dieu merci, le moment est venu. C'est donc un soulagement pour les habitants d'Adjin Télégraphe. Les autorités coutumières et préfectorales invitent les autres cadres à suivre cet exemple afin de contribuer au mieux-être des populations. Et grâce à cette route d'Anyama, nous allons à Ouangolodougou pour assister à un cours bien particulier. Qu'est-ce qu'une loi parlementaire? Comment et pourquoi vote-t-on des lois? Que s'est-il passé au cours de l'année 2018 à l'hémicycle? Et voilà l'objet de la rencontre entre le député de la circonscription de Kaoura, Ouangolodougou et ses populations. Le reportage sur place de Kader Sogodogo, notre confrère de RTI Boaké. Ouangolodougou, permanence du député de la circonscription Kawara Ouangolodougou. Les populations avec à leur tête le préfet du département, les élus, les chefs traditionnels et les guides religieux font le bilan de l'année parlementaire 2018. L'initiative est du député de la circonscription qui rend ainsi compte à ses mandats. Des lois sont expliquées, les motivations de ces lois et le cadre de leur exécution. C'est eux qui nous ont mandatés, c'est eux qui nous ont votés. Alors il faut venir leur rendre compte de ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, quelles sont les différentes lois que quand même nous votons et les ordonnances. Et il faut leur rendre compte pour que nous soyons au même niveau d'information avec le reste de la Côte d'Ivoire. Un exercice bien apprécié des populations qui s'intéressent de plus en plus à la vie de la nation. C'est comme si j'étais à l'Assemblée nationale. Ce qui se passe à l'Assemblée, je suis au courant. La population est au courant. La région est au courant. On ne fait que remercier Dieu. C'est le premier député qui nous apporte ça, qui nous donne les informations de ce qui se passe à l'Assemblée à Abidjan. C'est du jamais vu. Donc vraiment, ça a félicité. On lui souhaite beaucoup de courage dans son travail. La sécurité, gage d'un développement certain, a permis à Traoré Drissa, député de Kawara Ouangolodougou, d'offrir des casques de moto aux populations qui savent désormais que la conduite d'un engin à 2 roues est bel et bien soumise à une réglementation. Et pendant ce temps, le préfet de la région de Lamé, lui, procédait à l'installation du conseil régional de Lamé. Le président du conseil, Patrick Hachi, a profité pour définir ses priorités pour le bien-être des populations. C'était au micro de Grace Kando. Le président du conseil régional de Lamé installé. Une cérémonie présidée par le préfet des régions, Nzi Kangaremi, qui a été marquée par un message fort du président du conseil régional de Lamé en présence des autorités préfectorales et coutumières de la région. Patrick Hachi a invité les cadres et les chefs traditionnels
à s'engager dans le développement et la paix pour le bien-être de la population. Il a félicité les anciens membres du Conseil régional pour le travail abattu qui, selon lui, a contribué à sa réélection. Élu pour la deuxième fois consécutive à la tête du Conseil régional de Lamé, le président s'est doté d'un bureau de 5 vice-présidents et des conseillers avec lesquels il compte conduire son second mandat dans un esprit d'union et de fraternité pour un meilleur développement de la région. Rappelons que Patrick Hachi a été réélu à 65% lors des dernières élections régionales du 13 octobre dernier. Pour marcher dans les pas de Christ et prier pour la paix et la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, plus de 180 fidèles chrétiens ont parcouru plusieurs villes israéliennes. Pendant une dizaine de jours, ils ont visité les principaux sites qui retracent 3 années de ministère de Jésus-Christ. Première étape de ce pèlerinage, la ville antique de Capharnaüm dans la province de Galilée au nord d'Israël. Le reportage sur place de notre envoyé spécial, Victorine Yaoyobwe. Capharnaüm, ville antique de la Galilée au bord du lac Tibériade en Israël. Première étape du pèlerinage en Terre Sainte pour ces chrétiens ivoiriens. Un lieu chargé de symboles car c'est ici que Jésus-Christ va choisir ses premiers disciples pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Jésus passait le long de la mer de Galilée. Il vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter le filet dans la mer. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Les vestiges de la synagogue de Capharnaüm, où enseignait Jésus il y a 2000 ans, ont été préservés. Derrière moi, on peut voir la synagogue qui date du IVe siècle. Les fondations du chœur sont du 1er siècle. Et c'est là qu'il y avait plusieurs miracles de notre Jésus. Par exemple, il a guéri l'homme avec la main séchée. Dans la maison de l'autre côté, il a guéri la belle-mère de Pierre. Parmi les plus importantes histoires, c'est qu'il a guéri le paralytique descendu du toit. Cette maison, c'est une nouvelle église bâtie par les franciscains sur une partie des vestiges de la synagogue de Capharnaüm, afin de permettre aux pèlerins de célébrer des messes et aussi glorifier leur Dieu. Les pèlerins ont eu droit aussi à une visite sur le lac Tibériade à bord d'une barque, une réplique de celle qui transportait les disciples quand Jésus leur apparut marchant sur l'eau. Ils se sont ensuite rendus là où Jésus a multiplié les 5 pains et les 2 poissons pour nourrir toute une foule. Cette visite de site historique a permis aux fidèles chrétiens de mettre des lieux sur ces événements racontés dans la Bible, mais surtout de les convaincre de la réalité de la parole de Dieu, tout en renforçant leur foi en une vie éternelle après le retour du Messie. Et dans l'actualité internationale, on va s'intéresser à la francophonie, aux prochaines élections au Nigeria. Mais avant, je vous amène au Sénégal où la Cour suprême vient de rendre son arrêt sur le pourvoi en cassation de l'ex-maire de Dakar et candidat à la présidentielle, Khalifa Sall. C'est une sélection signée Olivier Iriebi et Herman Guivet. Au Sénégal, la Cour suprême a rejeté le recours de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, qui contestait sa condamnation à 5 ans de prison pour escroquerie, à moins de 2 mois de l'élection présidentielle. Les possibilités de faire campagne pour la présidentielle se réduisent donc pour l'ex-maire de Dakar, qui avait annoncé sa candidature. Plusieurs dizaines de partisans de l'ancien maire de la capitale manifestaient aux abords de la Cour suprême, placée sous haute protection policière. La défense a annoncé son intention d'introduire un ultime recours en cassation. Khalifa Sall avait été condamné à 5 ans de prison par la Cour d'appel de Dakar pour escroquerie sur les deniers publics dans la gestion de la capitale sénégalaise dont il était le maire depuis 2009.
Les Nigérians iront aux urnes le 16 février prochain pour les élections locales, gouvernementales et présidentielles. Pour la première fois dans l'histoire du pays, la première dame du Nigeria, Aïcha Buhari, va s'investir dans la campagne présidentielle. Son équipe de campagne a été dévoilée hier à Abuja. Cette plateforme regroupant près de 500 personnes, dont l'épouse du vice-président, des sénateurs et anciens gouverneurs, va travailler parallèlement à l'équipe de campagne du président sortant Muhammadu Buhari. Sa mission, mobiliser l'électorat des jeunes et des femmes. La nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, a officiellement pris ses fonctions de secrétaire générale. La passation de pouvoir entre l'ancienne secrétaire générale de l'organisation, la Canadienne Michaëlle Jean, et la Rwandaise a eu lieu hier jeudi au siège de l'OIF à Paris. Désignée par consensus par les chefs d'État et de gouvernement lors du 17e sommet de la francophonie à Erevan, en Arménie, en octobre dernier, l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, devient la 4e secrétaire générale à diriger l'OIF après Michaëlle Jean, le Sénégalais Abdou Diouf et l'Égyptien Boutros Ghali. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, 13h, sur la chaîne Kérassa.